Vous êtes-vous déjà demandé si votre avenir pouvait se lire dans le marc de café? Connu comme le carrefour des civilisations orientales et occidentales, la Turquie pourrait bien vous surprendre. Et sa tradition du rapt de la mariée risque de bouleverser complètement votre vision des relations amoureuses. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Turquie a dû changer de nom pour ne plus être associée à l'oiseau la dinde. Ce pays est aussi la terre natale du Père Noël et des tulipes. Ce ne sont là que quelques anecdotes surprenantes que l'on ne vous raconte jamais sur la Turquie. Maintenant, dégustons une glace qui ne fond pas en profitant des facéties du vendeur et partons à la découverte d'autres secrets de ce pays fascinant. La Turquie, anciennement connue sous le nom de Turquie, est un pays pas comme les autres. Située entre l'Europe et l'Asie, elle s'étend sur une superficie impressionnante de 783 356 km². Mais la Turquie n'est pas seulement remarquable par sa taille. Elle abrite plus de 85 millions d'habitants, une population dynamique et aussi diverse que sa géographie. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi la Turquie a changé son nom en Turquie. N'est-ce pas le nom de la dinde que l'on mange à Noël? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Ce lien entre le pays et l'oiseau a été la source de blagues et d'associations gênantes à l'international pendant des années. Imaginez un pays si riche en histoire et en culture, mais associé à un plat de volaille. Le président Recep Tayyip Erdoğan a décidé qu'il était temps que ça change. En décembre 2021, une campagne a été lancée pour réaffirmer l'identité de la nation en la renommant officiellement Turquie, un changement qui a été finalisé par les Nations Unies le 2 juin 2022. Pour le peuple turc, le nom Turquie résonne avec son histoire, sa langue et son identité. Cependant, ce changement a suscité des débats parmi les experts et le public. Certains y ont vu une démarche de rebranding nécessaire, tandis que d'autres ont remis en question son timing et sa pertinence. Si vous êtes un amateur de café, vous pensez peut-être avoir tout vu espresso, cappuccino, latte, mais avez-vous déjà goûté au charme ancien et rituel du café turc? Ce n'est pas votre dose de caféine quotidienne. En Turquie, le café est une pierre angulaire de la culture, un rituel qui remonte à des siècles, et en 2013, l'UNESCO a même reconnu le café turc comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En 2022, la Turquie a consommé la quantité impressionnante de 70 000 tonnes de café, soit environ 1 kg par personne et par an. Et pourtant, aucun grain de café ne pousse dans ce pays. Pourquoi le climat et la géographie ne sont tout simplement pas propices à la caféiculture? Malgré cela, les Turcs ont élevé le café au rang de tradition sacrée, perfectionnant une méthode de préparation unique qui sublime les riches arômes des grains d'arabica majoritairement importés et considérés comme les meilleurs. Une technique remarquable qui rend le café turc vraiment unique est le café au sable. Au lieu de faire bouillir le café dans l'eau ou d'utiliser une machine, il est infusé dans du sable chaud. Un pot spécial, appelé 16V ou ibrique, est placé dans le sable chaud, permettant à la chaleur de monter uniformément pour une infusion parfaite. Le café, l'eau et souvent le sucre sont ajoutés au pot qui est ensuite doucement enfoncé dans le sable. Dès qu'il commence à mousser, on le retire juste à temps pour éviter qu'il ne déborde. Ce processus est répété jusqu'à ce que le café devienne épais, riche et aromatique, donnant une boisson corsée et onctueuse avec une texture incomparable. Mais le café turc n'est pas qu'une question de goût, c'est aussi une affaire de voyance. Une fois votre tasse terminée, le marc restant est souvent retourné sur la soucoupe et les habitants croient bien trop pouvoir lire votre avenir dans les motifs qui s'y dessinent. Alors avez-vous déjà goûté au café turc ou expérimenté cette méthode de préparation au sable? Ou peut-être aimeriez-vous qu'on vous lise l'avenir dans le marc de café? Partagez vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Même si la Turquie est mondialement connue pour son café, une autre boisson occupe une place encore plus importante dans le cœur des Turcs, le thé. En fait, selon le Comité international du thé, la Turquie se classe au tout premier rang en matière de consommation de thé. Et il ne s'agit pas seulement de boire du thé, c'est toute une culture profondément ancrée dans la vie quotidienne. Rien qu'en 2021, la Turquie a produit la quantité stupéfiante d'1 450 000 tonnes de thé frais, ce qui en fait le quatrième producteur mondial. Mais le plus fou, c'est que la quasi-totalité de ce thé, 1 260 000 tonnes, a été consommée à l'intérieur même de ses frontières. C'est une nation véritablement amoureuse de son thé.
Pour vous donner une idée, la production de thé de la Turquie a même dépassé celle du Vietnam qui a produit 1 070 000 tonnes de thé la même année. Le Turc moyen consomme environ 4 kg de thé sec par an, bien plus que dans la plupart des autres pays. La majorité du thé turc provient de la province de Rize, nichée dans la région luxuriante et fertile le long de la côte nord-est au bord de la mer Noire. Cette région est spéciale non seulement pour son volume de production, mais aussi pour son climat unique. L'air humide et les vents de mousson créent les conditions parfaites pour la culture d'un thé noir riche et savoureux. Alors qu'est-ce qui rend le thé si essentiel en Turquie? Ce n'est pas juste une boisson, c'est une expérience sociale. Tout comme le café, la consommation de thé est un élément clé de l'hospitalité turque. Le 1er décembre 2022, l'UNESCO a d'ailleurs reconnu la culture du thé en Turquie comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Si vous avez déjà entendu parler de la tradition du rapt de la mariée au Vietnam ou au Laos que nous avons déjà évoqué, il existe une tradition similaire en Turquie. Cependant, la manière dont cette coutume est pratiquée n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes à vous faire. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. En Turquie particulièrement, pendant les mois de mariage que sont mai, août et septembre, il existe une tradition ancienne et controversée appelée le rapt de la mariée. Cette coutume qui perdure dans certaines zones rurales consiste pour de jeunes hommes, souvent avec l'aide de leurs amis, à emmener la jeune fille qu'ils souhaitent épouser dans un lieu isolé. Ils attendent que la famille de la jeune fille se rende compte de son absence. Mais la véritable histoire commence une fois que la famille de la jeune fille l'apprend. Que se passe-t-il ensuite? La jeune fille accepte-t-elle volontairement de se marier ou résiste-t-elle entraînant des conséquences juridiques pour le jeune homme? La réponse pourrait vous surprendre. Dans ces régions, cette coutume n'est pas simplement un acte audacieux, mais fait partie d'une structure culturelle et sociale plus large. Le système juridique turc exige que la jeune fille soit consultée pour déterminer si le garçon a agi avec son consentement. Si elle affirme avoir été trompée, les conséquences sont importantes, le garçon pourrait encourir des sanctions pénales, y compris jusqu'à 10 ans de prison. Cependant, de nombreuses jeunes filles affirment qu'elles faisaient partie du plan. Pourquoi? Dans certaines communautés, si le garçon est emprisonné, la jeune fille risque d'être étiquetée comme impure, un stigmate qui peut gravement affecter ses perspectives de mariage futur. Cela représente un dilemme pour les jeunes femmes concernées, accepter le mariage même si elles n'en étaient pas sûres, ou faire face au jugement de la société et à un possible isolement. Mais même si elles acceptent de se marier, est-ce la fin de l'histoire? Pas nécessairement. Même après les procédures judiciaires, l'honneur de la famille reste un facteur essentiel. Le père de la jeune fille peut encore se sentir lésé et menacé de prendre des mesures. Dans de tels cas, la jeune fille peut demander l'intervention du chef du village. Le garçon peut alors être tenu d'offrir une dot ou d'organiser un échange de cadeaux impliquant parfois un autre arrangement familial avant que le mariage ne soit pleinement accepté. Cet arrangement inhabituel mène-t-il à une fin heureuse ou y a-t-il des tensions plus profondes et cachées qui couvent sous la surface? Et comment ces jeunes couples naviguent-ils dans leur nouvelle vie ensemble après un départ aussi spectaculaire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Quand on parle des pays comptant de nombreuses femmes magnifiques à travers le monde, la Turquie est sans aucun doute l'un d'entre eux. Leur beauté est un mélange de diverses ethnies. Non seulement les femmes turques sont belles, mais elles ont aussi des visages photogéniques, des silhouettes superbes, des yeux bleus captivants et une personnalité indépendante et confiante. Les femmes turques n'ont pas la beauté ardente souvent associée aux pays latins, mais leur beauté rappelle souvent celle des princesses et des reines des contes de fées. Situées entre l'Europe et l'Asie, les femmes turques possèdent un mélange de beauté orientale et occidentale. Pour entretenir leur apparence et leur silhouette, les femmes turques mangent souvent du yaourt. Elles aiment aussi l'utiliser comme masque pour le visage ainsi que pour les soins des cheveux et de la peau. En Turquie, on croit qu'une belle femme doit avoir un visage séduisant. C'est pourquoi elles prennent un soin méticuleux de leur peau. De plus, les femmes locales accordent une grande importance au maquillage.
Les femmes turques n'aiment pas s'habiller de manière trop extravagante, mais elles doivent avoir un beau visage pour sortir en toute confiance. La Turquie regorge de belles femmes confirmant le dicton chacune a son propre charme parfait à sa manière. Outre la poudre traditionnelle utilisée pour les yeux et les sourcils, les femmes turques se concentrent également sur le fond de teint et le fard à paupières. Dans leur routine de maquillage, elles accordent le plus d'attention à leurs yeux et à leurs lèvres. Une autre caractéristique marquante des femmes turques est leurs sourcils nets et bien définis. Elles utilisent également du jus de pêche comme lotion pour contrôler l'excès de sébum sur leur visage. La beauté des femmes turques laisse toujours une forte impression dans les concours de beauté internationaux. Quand la plupart des gens pensent au Père Noël, leur esprit évoque immédiatement des images d'un homme joyeux en costume rouge, d'un traîneau tiré par des rennes, et peut-être même du village enneigé de Rovaniemi, en Laponie finlandaise. C'est là que se trouve son bureau officiel, un lieu dédié à répondre aux lettres des enfants et à accueillir les touristes tout au long de l'année. Mais saviez-vous que les véritables origines du Père Noël ne se trouvent pas dans le nord glacial de l'Europe, mais dans les terres chaudes et historiques de la Turquie? Le Père Noël, ou Saint Nicolas, est en fait né à Patara, une région du sud-ouest de la Turquie. Loin des paysages enneigés que nous imaginons, cette région est connue pour son climat méditerranéen et sa riche histoire. Saint Nicolas, un véritable évêque du IVe siècle, n'était pas un mythe. Il était connu pour sa générosité, en particulier envers les enfants, ce qui a probablement initié la tradition d'offrir des cadeaux. Au fil du temps, les récits de sa bonté se sont répandus à travers l'Europe, façonnant le personnage que nous appelons aujourd'hui le Père Noël. Le Père Noël moderne, avec ses rennes et ses facéties de cheminée, a évolué plus tard à travers le folklore et la culture populaire, en particulier en Occident. Quand on pense aux tulipes, le premier pays qui vient à l'esprit est probablement les Pays-Bas. Mais si je vous disais que les tulipes sont en fait originaires de Turquie, oui, tout comme le Père Noël, les tulipes ont leurs racines dans ce pays diversifié et historiquement riche. Dans les années 1550, les premières tulipes ont été envoyées de l'Empire ottoman à Vienne et de là elles ont finalement atteint Amsterdam où elles ont prospéré. Les Hollandais ont perfectionné la culture de la tulipe en faisant un symbole national, mais le voyage de la fleur a commencé en Turquie. Le mot tulipe lui-même vient du mot turc pour turban car la forme de la fleur ressemble à ce couvre-chef traditionnel. Dans un effort pour se réapproprier leur héritage de la tulipe, la Turquie a commencé à organiser un festival annuel de la tulipe à Istanbul en 2005. Bien qu'il ne soit peut-être pas aussi célèbre que le festival hollandais, le festival de la tulipe d'Istanbul est un spectacle de couleurs et de beauté. Le parc d'Emirgan, le cœur du festival, présente plus de 3,5 millions de tulipes dans un éventail de couleurs éclatantes. Le Grand Bazar d'Istanbul en Turquie est un lieu qui enflamme l'imagination. Construit en 1455, il ressemble à un labyrinthe géant avec plus de 60 rues et 12 entrées, offrant une expérience inoubliable aux voyageurs curieux d'explorer des cultures exotiques. Ce marché historique était autrefois le cœur commercial de la Méditerranée, à l'apogée de l'Empire ottoman, attirant des marchands d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Aujourd'hui, le Grand Bazar mêle son riche passé à une énergie moderne. Plus de 4000 boutiques vendent de tout, des céramiques peintes à la main aux bijoux de luxe. Le marchandage est de rigueur et l'effervescence ne s'arrête jamais. Avec des millions de visiteurs chaque année, c'est un endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des traditions uniques et trouver quelque chose de vraiment spécial. Il y a de nombreux beaux centres commerciaux en Turquie, mais l'expérience de shopping la plus intéressante se trouve sur les marchés. Vous devez vous souvenir de deux règles: marchander et apporter autant de sacs que possible. En arrivant au marché, vous pourriez vous sentir étourdi par les montagnes de marchandises. Les vendeurs essaieront de vous attirer en offrant des échantillons gratuits de tomates d'olive fraîches ou de noix. N'hésitez pas à goûter avant d'acheter, et bien sûr, si vous ne marchandez pas, votre portefeuille s'envolera en un rien de temps. Vous pouvez trouver des articles turcs authentiques à des prix incroyablement bas. Les marchés en Turquie sont un monde à part. Vous pouvez passer la journée entière à simplement regarder tout ce qui vous entoure. Il vous faudra une volonté de fer pour résister à la tentation d'acheter des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Vous pensez à une tasse de café et à des œufs ou un croissant? Pas du tout.
Le petit déjeuner turc est complètement différent des petits déjeuners du monde entier. Vous y trouverez une variété de confitures, d'olives de fromage, de charcuterie, de miel, de pain frais, toutes sortes d'œufs et bien sûr des légumes et des fruits. Le petit déjeuner est incroyablement copieux et il y aura des choses dont vous n'aurez peut-être même pas besoin. Si vous ne pouvez pas tout finir, ce n'est pas un problème. Les restes iront simplement au réfrigérateur pour le lendemain matin. Les Turcs ont l'habitude de se réunir pour le petit déjeuner avec leurs amis et leurs familles, surtout le week-end. Parfois, vous pourriez voir jusqu'à 20 personnes dans un restaurant en train de prendre leur petit déjeuner et de discuter. Une chose importante est de beaucoup parler, sinon les gens pourraient penser que vous êtes ennuyeux ou peu amical. En parcourant les rues animées de la Turquie, une expérience à ne manquer sous aucun prétexte est le spectacle captivant des vendeurs de glace, les dondurmachi. Ces artistes de rue, vêtus de costumes traditionnels turcs avec un fez sur la tête, ne se contentent pas de vendre de la glace, ils offrent un véritable spectacle devenu un phénomène culturel. La glace qu'ils servent, appelée dondurma, ce qui signifie gelée en turc, ne ressemble à aucune autre que vous ayez probablement goûtée. Cette friandise unique est célèbre non seulement pour sa texture élastique et moelleuse, mais aussi pour sa surprenante résistance à la fonte. La dondurma se décline en plusieurs saveurs les plus populaires, étant le cacao riche, la noisette et la châtaigne sucrée. Pour ceux qui aiment les saveurs fruitées, il y a aussi plein d'options à explorer. Mais ce n'est pas seulement la glace elle-même qui attire les visiteurs, c'est la performance inoubliable des vendeurs. D'un simple coup de cloche, ces maîtres glaciers talentueux captent l'attention des touristes utilisant un mélange de tours de passe-passe ludiques dignes d'un cirque pendant qu'ils servent. Le taquinage apparemment sans fin avant de finalement vous tendre le cornet de glace est devenu un élément incontournable de la culture turque célèbre dans le monde entier. Saviez-vous que la Turquie est le leader mondial incontesté de la production de noisettes? C'est exact? En 2024, la Turquie continue de dominer le marché mondial, fournissant plus de 60% des noisettes du monde et près de 80% des exportations mondiales. Chaque année, la Turquie produit une quantité impressionnante de 515 000 tonnes de noisettes, un ingrédient essentiel dans certains des chocolats et pâtes à tartiner les plus appréciés au monde. Le cœur de cette production se trouve dans les provinces luxuriantes et fertiles le long de la côte de la mer Noire en Turquie. Ordu, souvent appelée la capitale mondiale de la noisette, arrive en tête avec une production annuelle de plus de 214 000 tonnes. Non loin derrière se trouve Samsun qui produit près de 200 000 tonnes et Girsun avec 93 000 tonnes. S'étendant à la fois sur l'Asie et l'Europe, Istanbul couvre une superficie impressionnante de 5 343 km² et abrite plus de 15 millions de personnes. C'est la plus grande ville de Turquie et la plus grande ville du monde positionnée de manière unique entre deux continents séparés par le magnifique détroit du Bosphore. Cette voie navigable n'est pas seulement un spectacle à couper le souffle, mais aussi le détroit le plus étroit du monde, son point le plus resserré, ne mesurant qu'environ 700 mètres de large. L'histoire d'Istanbul remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque des colons grecs de Mégare fondèrent la ville alors connue sous le nom de Byzance. Des siècles plus tard, en 330 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin le Grand reconnut l'importance stratégique de la ville, en fit sa capitale et lui donna le nom de Roma, également connu sous le nom de Nova Roma. Au fil du temps, elle devint Constantinople, un nom qui perdura jusqu'en 1930, date à laquelle elle devint officiellement Istanbul. Bien qu'elle ait été le cœur d'empires comme les empires romains et ottomans pendant près de 1600 ans, beaucoup pensent à tort qu'Istanbul est la capitale de la Turquie. En réalité, la capitale administrative du pays est Ankara, située dans le centre de la Turquie, une décision prise en 1920. Saviez-vous que la Turquie est une nation laïque? Cela signifie qu'elle n'a pas de religion d'État officielle et la liberté de religion est garantie par sa constitution. Pourtant, une écrasante majorité de la population, environ 98%, pratique l'islam, la majorité suivant l'islam sunnite, et une plus petite communauté musulmane chiite. La Turquie a le plus grand nombre de mosquées par habitant au monde, dépassant même les pays arabes où l'islam est la religion d'État.
À travers le pays, on compte près de 90 000 mosquées, soit une mosquée pour environ 950 personnes. Ces mosquées ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des chefs-d'œuvre architecturaux. Par exemple, la grande mosquée de Kokatepe dans la capitale Ankara, avec son dôme imposant et ses 4 minarets de 88 mètres de haut, est vraiment à couper le souffle. D'autres mosquées célèbres incluent la mosquée Sabanchi à Adana et l'emblématique Sainte-Sophie qui a une riche histoire propre. Mais l'importance religieuse de la Turquie ne se limite pas à l'islam. Elle abrite également la première église du monde, l'église de la Vierge Marie. Située sur le mont Koressos dans la province d'Izmir, ce site sacré est vénéré par les chrétiens comme par les musulmans. Découvert au XIXe siècle, son emplacement a été décrit dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich, une religieuse catholique. Bien que l'Église catholique n'ait pas officiellement confirmé son authenticité, les pèlerins s'y pressent, croyant que la Vierge Marie a passé ses derniers jours dans cette modeste maison de pierre, amenée là par saint Jean lui-même. Sous la surface de la Turquie se cache un fascinant morceau d'histoire ancienne, la ville souterraine de Derinkuyu. Datant d'environ 800 ans avant Jésus-Christ, cette merveille souterraine est l'une des cités souterraines les plus remarquables et les mieux préservées du monde. S'étendant sur plusieurs niveaux, elle dispose d'un réseau complexe de tunnels de chambres et de passages qui auraient pu abriter jusqu'à 21 000 personnes, y compris leur bétail et leurs provisions. Et un lieu où toute une communauté a vécu, travaillé et prospéré sous terre à l'abri des dangers de la surface. À la fin du XIXe siècle, Istanbul, un centre financier clé de l'Empire ottoman, faisait face à un défi. La colline escarpée séparant les quartiers de Pera et de Galata rendait les déplacements quotidiens difficiles. Pera abritait les ambassades et les hôtels de luxe, tandis que Galata accueillait les banques et les ports. Pour combler ce fossé, l'ingénieur français Eugène-Henri Gavant proposa un chemin de fer en 1867. Malgré des retards, le tunnel ouvrit en 1875, devenant le deuxième plus ancien chemin de fer souterrain du monde. Le tunnel s'étend sur plus de 500 mètres, reliant Karaköy et Beyoğlu avec une dénivellation d'environ 60 mètres. Initialement alimenté à la vapeur, il transportait des passagers et des marchandises. Il a été modernisé en 1971 avec l'électricité et en 2007, de nouvelles locomotives pouvaient transporter 170 passagers à une vitesse de pointe de 14 miles par heure, soit environ 22 km par heure. Aujourd'hui, le tunnel reste un élément clé du système de transport d'Istanbul, mêlant patrimoine historique et vie moderne, et continue de faciliter les déplacements quotidiens dans la ville. Imaginez un endroit appelé Château de Coton. Sans le voir, vous pourriez imaginer une ancienne forteresse, peut-être une qui correspond à la grandeur de la longue et riche histoire de la Turquie. Cependant, Pamukkale n'est pas un château. Son nom, qui signifie château de coton en turc, décrit quelque chose de bien plus extraordinaire, une merveille naturelle impressionnante située dans la vallée de la rivière Menderes dans la province de Denizli, au sud-ouest de la Turquie. Pamukkale est célèbre pour ses superbes terrasses de travertin d'un blanc pur formées sur des milliers d'années par les eaux de ses sources chaudes riches en carbonate de calcium. De loin, ce paysage surréaliste ressemble à une montagne enneigée, mais sa beauté éthérée est entièrement due à l'art lent et délibéré de la nature. En 1988, l'UNESCO a reconnu Pamukkale comme site du patrimoine mondial et il est souvent appelé la huitième merveille naturelle de la Turquie. Ces terrasses sont le résultat de millénaires de dépôts minéraux, créant des couches et des couches de roches blanches étincelantes. Mais Pamukkale est plus qu'un simple régal pour les yeux. Aujourd'hui, cette région abrite 17 sources chaudes, chacune réputée pour ses bienfaits thérapeutiques. Ces sources, avec des températures d'eau allant de 35 à 100 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire d'environ 2 à 38 degrés, Celsius, sont recherchées pour leurs propriétés curatives depuis des siècles, traitant tout des rhumatismes aux affections cutanées. L'eau s'écoule le long des terrasses, formant de petites piscines peu profondes qui reflètent parfaitement le ciel, les faisant ressembler aux propres spas de la nature. Dans la riche mosaïque de la culture turque, un festival se distingue par ses racines historiques profondes et ses traditions uniques, le combat de chameaux. Cet événement captivant, qui remonte au XIXe siècle, se tenait à l'origine dans le petit village de Ibili, dans le district de Sameli.
Cependant, selon le fascinant livre Événements intéressants de l'histoire de l'Anatolie occidentale de Maurice Hamazan, il est suggéré que les combats de chameaux étaient organisés encore plus tôt dans des endroits comme Tmolos et les régions voisines soutenues par de riches mécènes comme Marod. Les origines de cette tradition remontent aux anciennes tribus nomades qui voyaient le combat de chameaux comme plus qu'un simple divertissement. C'était un événement prestigieux, un moyen pour les tribus de prouver leur force et d'élever leur statut au sein des caravanes nomades. Au cœur de l'événement se trouvent les chameaux eux-mêmes, en particulier un type de chameau mâle connu sous le nom de tulu, issu du croisement avec la robuste espèce à deux bosses appelée buhur. Ces chameaux entraînés méticuleusement sont appelés lutteurs. Le match est décidé lorsqu'un chameau force l'autre à fuir ou met son adversaire hors de combat, un spectacle qui requiert à la fois force et stratégie. Ce festival a lieu chaque année entre novembre et mars, principalement dans la région de la mer Égée et le long de la magnifique côte méditerranéenne de la Turquie. Il attire des milliers de spectateurs chaque jour, impatients d'assister à la force et à l'apparat de ces puissants animaux. Les produits à l'effigie du mauvais œil sont des souvenirs emblématiques que l'on trouve facilement partout en Turquie. Vous pouvez voir le mauvais œil sur les bracelets, les boucles d'oreilles et les colliers des femmes, suspendus dans les maisons, les bureaux, les voitures et même sur les vêtements des enfants. Le mauvais œil est généralement d'un bleu océan de taille variée et de forme principalement circulaire. Selon la légende, le charme du mauvais œil protège les gens des forces du mal. Les Turcs croient que le mauvais œil protégera son porteur, attirant toutes les mauvaises énergies directement dans l'œil. La légende du mauvais œil existe dans de nombreux pays comme la Turquie, l'Égypte, l'Italie, la Grèce et d'autres nations méditerranéennes. Dans chaque culture, le mauvais œil a un nom différent. L'histoire de Noé est l'un des récits les plus durables et captivants des traditions abrahamiques, avec ses origines ancrées dans les textes anciens de la Bible hébraïque du Coran et de divers autres écrits sacrés. Trouvez dans le livre de la Genèse, chapitres 5 à 9, le récit de Noé et du grand déluge à traverser le temps. L'arche que Noé reçut l'ordre de construire était une merveille d'ingénierie pour son époque. L'arche mesurait environ 1180 caraspieds de long, soit près de 360 mètres, 75 pieds de large, soit 23 mètres, et 45 pieds de haut, soit 14 mètres divisés en 3 ponts. Pesant environ 15 000 tonnes, cette structure colossale a non seulement protégé la famille de Noé, mais a également préservé l'avenir de l'humanité et d'innombrables espèces de l'extinction lors du déluge cataclysmique. En 2020, des archéologues au large de la côte sud de la Turquie, près d'Antalya, ont fait une autre découverte révolutionnaire, une épave datant d'environ 3600 ans de l'âge du bronze. Ce navire ancien d'environ 46 pieds de long, soit 14 mètres, repose à 50 mètres sous la surface de la mer. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il pouvait transporter jusqu'à 11 000 livres de cuivre, soit près de 5 tonnes, une quantité considérable pour cette époque. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.